Bonjour, je suis Martin Toutel, candidat dans le comté de la Pelletrie. Mon occupation, c'est je suis informaticien. François-Noël Brault, candidat du Parti québécois pour les chutes de la Chaudière. Donc, ma profession, conseiller en ressources humaines. Bonjour à tous, Pierre-Gilles Morel, candidat du Parti québécois dans Lévis, ici même où nous sommes, et moi je suis ingénieur civil de formation. Gabriel Coulomb, candidat dans Jean Talon et professeur d'économie au Cégep Garneau. Première question qui s'adresse à vous quatre. L'indépendance en 2022, pourquoi revenir à l'indépendance? Bien, l'indépendance, c'est l'article 1 du Parti québécois, donc c'est notre motivation principale, la motivation de la majorité des membres. Donc, l'indépendance, c'est une solution pour beaucoup de problèmes. On l'a vu les 4 dernières années de la CAQ. La CAQ a fait 21 demandes, puis le gouvernement fédéral a été relativement froid à ces demandes. Donc, il y a plusieurs problématiques qu'on n'arrive pas à régler, qu'on pourrait régler avec l'indépendance. Parfait. De mon côté, moi, je vois ça d'une tendance plus globale. On sait qu'après les 20 dernières années de mondialisation qu'on a eu, de plus en plus, les États commencent à se recentrer vers une démondialisation. Et c'est comme ça qu'au Québec, il faut embarquer là-dedans, dans cette mouvance-là, et reprendre de plus en plus le pouvoir sur nous. On sait qu'au Québec, présentement, tous les traités externes ne sont pas de notre cause, c'est du recours du fédéral. On sait que dans beaucoup d'autres domaines aussi, on serait à gagner à être un pays indépendant parce qu'on pourrait négocier nos propres ententes, on pourrait faire notre propre politique internationale, on pourrait faire la promotion de notre propre culture, de nos propres produits et ainsi là, rayonner à travers le monde. C'est ça qui est très important, c'est l'indépendance, ce n'est pas un repli sur soi, c'est une ouverture sur le monde. Ouverture sur le monde, je pense que c'est le mot-clé. Il n'y a jamais un État dans le monde qui a gagné son indépendance qui l'a regretté par la suite. Donc, pourquoi ça nous concernerait spécifiquement au Québec? Donc, je suis pas mal certain que le mouvement SLRV, on va être très content, on va l'assumer. Et comme François l'a dit, ça ne réglerait pas tous les problèmes de l'indépendance, mais ça nous permettrait d'avoir les moyens pour tout régler les problèmes nous-mêmes. Parce que, bon, on sait, là, c'est 60 milliards de dollars qu'on envoie chaque année au gouvernement fédéral. Il faut se battre pour en ravoir, ne serait-ce qu'une petite partie. On a l'impression que le gouvernement fédéral, lorsqu'il nous donne de l'argent, c'est de grandeur d'âme, alors que dans les faits, bien, le fédéral, il prend son argent où? Il prend dans les provinces directement. Donc, pour des raisons économiques, pour des raisons environnementales aussi, parce que, on ne se le cachera pas, le Canada est un État pétrolier, donc de penser à réussir la transition vers l'économie verte en étant encore dans le Canada, c'est une illusion absolue, ça n'arrivera pas. Le Canada dépend de son économie pétrolière, donc c'est de tout ça qu'il faut sortir. Donc, sur le plan environnemental, on va gagner à devenir indépendant. Je pourrais peut-être un peu ramener le sujet de la monarchie, parce qu'on a parlé quand même pas mal avec le décès de la reine. Il y a une remise en question de notre système, du fait qu'on est sous une monarchie. On en a pas parlé. Donc, on sait qu'au Canada, il y en a plusieurs qui y tiennent encore. Donc, l'indépendance pourrait nous permettre de revoir tout notre système, revoir notre constitution, revoir notre système électoral. Donc, l'indépendance nous permettrait ça plus facilement que d'essayer de faire ça avec un Canada, disons, plus loyaliste de la monarchie. Une question qui tient à cœur les gens de Lévis, principalement le centre-ville de Lévis. On parle du troisième lien. Le PQ est en faveur d'un troisième lien, mais en quoi est-il différent de la CAQ? Je passe le micro à Pierre-Gilles qui est concerné. Oui, alors directement. Alors, en quoi est-il différent? Mais l'item numéro 1, c'est qu'il sera entièrement en transport en commun. D'ailleurs, au Parti québécois, on préfère l'appeler le premier lien et non le troisième lien, parce que ça va être le premier lien entièrement en transport en commun entre Québec et Lévis.
Deuxième point qui est très important aussi, c'est le seul lien qui va être réellement entre centre-ville et centre-ville. En ce moment, on le sait, le projet présenté en ce moment par la coalition Avenir Québec ne passe pas par le centre-ville, il passe à Lévis, plus à l'est, donc à la hauteur de Monseigneur-Bourget, et à Québec, il passe beaucoup plus proche là, du quartier Saint-Roch, et même il doit aller au-delà de la Haute-Ville, parce que sinon, il n'y a pas de manière de faire un lien autoroutier. Alors c'est là où notre projet, qui va être souterrain, a son avantage, c'est que comme on n'a pas besoin d'avoir un lien autoroutier, on peut simplement faire des stations un peu à l'instar du métro de Montréal, bien, on peut les mettre où ce qu'on veut et s'assurer de passer dans des endroits beaucoup plus logiques pour desservir une population beaucoup plus intéressante. Alors, l'objectif en ce moment, le projet préalable, on a 3 stations sur la rive sud, une qui serait dans les environs du Vieux-Lévis, une qui serait dans les environs du centre des congrès et une qui serait au sud de l'autoroute 20, où il y aurait possibilité là, de faire un stationnement incitatif pour les gens qui viennent de l'extérieur. Ensuite de ça, on traverse en souterrain vers la rive nord. À Québec, on peut faire une station aux alentours du centre des congrès aussi. Donc voilà déjà la grande force de ce projet-là, réunir les 2 centres des congrès de Québec et Lévis. Ça augmente énormément les possibilités de tenir des événements d'envergure. Ensuite de ça, on continue, on sort de terre, dépasser la Haute-Ville, on s'en va jusqu'à Expo-Cité. À cet endroit-là, on fait une jonction avec le projet de tramway et ensuite on continue jusqu'à Le Bourgneuf. On sait qu'en ce moment, à Québec, il y a un grand manque à gagner dans les options de transport en commun entre le Bourgneuf et le centre-ville, dans cette espèce de diagonale-là entre l'arrondissement des Rivières, l'arrondissement de la Haute-Ville, mais c'est pas l'arrondissement en tout cas. Donc c'est aussi ce qui offre le projet. Je ne sais pas si vous voulez rajouter. Oui, j'aimerais rajouter, bon, on le sait, la CAQ n'a pas fait d'études comme telle, ou pas publié ses études par rapport à son projet de 3e lien. Puis, nous, au Parti québécois, on est pas mal certain que si c'est un lien qui met davantage l'accent sur la voiture, que ça va être un lien qui va être toujours congestionné. De centre-ville à centre-ville, ça ne peut pas faire autrement. Il ne faut pas oublier que dans le Vieux-Québec, il y a 2 millions de touristes à chaque année. Donc, dès qu'on va construire une infrastructure dans ce secteur-là, les touristes vont vouloir l'utiliser. Puis, donc, si c'est un lien routier, il y a déjà beaucoup de gens, des résidents qui veulent l'utiliser, les touristes vont l'utiliser, ça va être toujours congestionné, c'est certain. Donc, avec un projet de train léger, qui pourrait être aussi à grande fréquence, là, comme on aura à Montréal, donc on va pouvoir s'assurer d'atteindre la demande réelle de transport dans la zone. Alors que le projet de la CAQ, on le sait déjà qu'à 3-4 jours, ça va être congestionné. Donc, ils ne seront pas capables d'atteindre les vrais besoins de déplacement. Bien, je pourrais ramener un peu l'exemple de Montréal parce que ceux qui ont déjà eu à se rendre à Montréal dans les heures de pointe, qu'importe le nombre de liens qu'ils ont sur la rive sud en passant par la 20, tout est bouché, c'est super long à rentrer sur l'île de Montréal, le tunnel, les 3-4 ponts, Victoria, etc., c'est souvent tout plein. Le meilleur truc là, pour plusieurs, c'est de se stationner à Longueuil puis de prendre la ligne jaune pour monter, pour aller à Montréal. Donc, je pense que ça serait le même principe qu'on pourrait faire justement entre Lévis et Québec. On se stationne d'un côté ou de l'autre, puis disons qu'on veut se rendre à Desjardins de la Rive-Nord, qu'on veut aller à l'Université Laval de la Rive-Sud. On se stationne dans le stationnement incitatif le plus possible, là, qui serait gratuit, puis on prend le genre de métro, train léger là, qui passerait sous le fleuve. Donc, ce serait je pense que ça pourrait très bien aller pour plusieurs personnes. En gros, c'est ça. Le but avec ça, c'est vraiment de faire en sorte que la région de Québec et le Lévis aient un lien qui soit, qui unit tout le monde, évidemment, mais c'est de donner la possibilité à tout le monde qui habite dans les banlieues d'avoir accès à un système de transport en commun qui est structuré, structurant, parce que présentement, la réalité, c'est que les gens qui habitent en banlieue, c'est
très difficile pour eux d'utiliser le transport en commun, souvent parce qu'il n'y a pas d'offre. Donc, en augmentant l'offre comme ça, bien, ça fait en sorte que ça devient un choix logique pour plusieurs personnes, même si elles sont en banlieue, de prendre le transport en commun. Ce n'est pas un sacrifice, ça devient la chose à faire, mais pour ça, bien évidemment, il faut construire les infrastructures. Pour le sujet lutte contre l'amortissement des travailleurs, que veut faire le PQ pour enrichir le Québécois? Le salaire minimum à 18 $. Est-ce que c'est réaliste pour les entreprises et les PME? Oui, tout à fait. Donc, 18 $ de l'heure, je crois que c'est, je pense que je parle un peu pour mes collègues également, je crois que c'est tout à fait raisonnable. Les gens méritent d'avoir des revenus suffisants pour pouvoir combler les besoins de leur famille. Puis à 18 $, ben moi je trouve qu'il faut faire déjà un travail imaginatif pour boucler son budget. Donc je pense que c'est raisonnable. On l'a vu là, avec l'inflation, le coût de la vie qui est plus important, mais également les revenus des entreprises. Si l'inflation augmente, c'est que aussi les entreprises augmentent leur prix, augmentent leurs revenus, donc de plus grande capacité de payer. Donc, moi, ça me paraît tout à fait réaliste. C'est ça, effectivement. C'est un engagement qu'on a pris, là, le salaire minimum à 18 $. L'engagement qu'on a pris, c'est pas de le faire tout de suite, là, demain matin, il faut y aller progressivement. Mais justement, en même temps, c'est fondamental là, de faire en sorte que les travailleurs ne s'appauvrissent pas. On ne peut pas y aller tout d'un coup comme ça, justement, parce que ça pourrait, c'est quelque chose qui est susceptible de créer aussi de l'inflation, mais d'y aller de façon graduelle. L'engagement qu'on avait pris, c'était sur 3 ans comme ça, il fallait jusqu'à 18 $, pour justement faire en sorte que ça puisse freiner l'inflation tout en permettant aux travailleurs de maintenir un certain pouvoir d'achat, parce que bien, justement, c'est travailler au salaire minimum présentement à temps plein, ça ne permet pas d'avoir un niveau de vie qui descend. Donc, c'est clairement quelque chose sur lequel on s'engage à travailler. Ben, moi, je voulais juste rajouter un petit point là-dessus. C'est sûr qu'il y a certaines entreprises qui c'est plus facile que d'autres d'augmenter les salaires comme ça. Donc, la meilleure façon, c'est que le gouvernement soit toujours là présent pour aider les plus petites entreprises, les petits restos du coin, que ça va être plus difficile pour eux de dire on va augmenter les salaires, puis on n'a pas nécessairement la marge possible pour augmenter les prix. Donc, il faut que le gouvernement soit présent pour les aider. La lutte contre les changements climatiques, est-ce que c'est réaliste de prétendre une réduction de 45 % des GES d'ici 2030? Qui est capable de me répondre à ça? Oui, c'est tout à fait réaliste et dans le fond, la manière dont le Parti québécois veut s'y prendre pour atteindre cet objectif est assez simple. Le premier, et ça fait un peu là, la suite à la question du premier lien, c'est un réinvestissement massif en transport en commun. On sait que présentement, il y a 40 % des gaz à effet de serre qui sont produits par le transport, donc le transport de véhicules et particulièrement la voiture solo. Donc, nous, on pense que si on réinvestit massivement en transport en commun, donc en bonifiant le plan actuel québécois des infrastructures jusqu'à 30 milliards de dollars, on va permettre aux municipalités de réellement choisir des projets de transport en commun structurants qui vont améliorer l'offre actuelle en transport en commun et dans l'objectif qu'avec cette offre-là bonifiée, bien, les gens puissent véritablement délaisser la voiture. Une autre manière de faire pour y parvenir, c'est de rétablir le crédit d'impôt pour acheter des véhicules électriques avec l'objectif de devancer de 2035 à 2030 l'année où on va bannir la vente de véhicules à essence. Donc avec ces différentes mesures, je pense être capable de, en partie, atteindre cette cible-là de réduction de 45 % des GES, et je vais laisser mes collègues développer sur d'autres points. Oui, donc au Québec, on fait beaucoup de recherche et développement dans les universités, mais il y a actuellement un problème de transfert de technologie. Donc les technologies souvent qui sont développées dans les universités sont à la fine pointe.
ils ont des solutions pour permettre d'avoir des productions plus vertes, plus respectueuses de l'environnement à bien des égards, puis moins polluantes en carbone. Mais le problème, c'est que le transfert se fait difficilement vers les organisations. Le gouvernement du Québec a mis peu d'emphase depuis 4 années, le gouvernement de la CAQ, peu d'emphase sur le transfert de ces technologies. Nous, au Parti québécois, vraiment, on s'assurerait qu'il y ait une véritable collaboration entre les universités et le secteur privé pour qu'on adopte ces technologies vertes. On les a, les solutions, il faut juste les mettre en application. Ce qui rend vraiment ça possible au Québec, plus qu'ailleurs, c'est que notre électricité est déjà propre. Donc, c'est vraiment plus simple pour nous de dire on va le plus possible réduire notre utilisation d'énergie fossile pour le plus possible essayer d'utiliser notre propre électricité propre. Donc, on n'importe pas les énergies fossiles d'ailleurs, on essaye d'en développer nous-mêmes le moins possible. Puis, c'est ça, on utilise ce que nous avons nationalisé il y a quelques années. Que promet le Parti québécois dans le domaine de la santé, par exemple, les soins à domicile, les services de première ligne? Oui. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est que 50% des services aux personnes âgées et démunies, donc, ça soit du service à domicile. Donc, des infirmières, des préposés qui se rendraient directement chez les gens. Je pense que c'est important qu'on puisse permettre aux gens de rester chez eux le plus longtemps possible. Moi, j'ai travaillé dans des CHSLD pendant la pandémie et puis c'est ce que les gens nous disaient. On aurait préféré rester chez nous. Puis trop souvent, il y a une pression pour amener les gens au CHSLD alors qu'il y aurait des solutions autres. Puis la solution autre, c'est le maintien à domicile. Puis ce que j'ai remarqué aussi parmi mes collègues, ceux qui travaillent dans les soins à domicile, c'était mes collègues durant le temps de la pandémie, c'est que finalement, ils ont une qualité de vie au travail de loin supérieure. Les infirmières aiment ça, les soins à domicile. On a plus le temps de s'occuper des patients, puis de donner vraiment une qualité de soins quand c'est fait à domicile. Donc, je pense que c'est la voie qu'on doit adopter collectivement au Québec. Puis également la question des CHSLD, à bien des égards, ces CHSLD ont manqué d'amour par le gouvernement de la CAQ. Donc, il y a beaucoup de CHSLD qui n'ont pas encore l'air climatisé. Imaginez, il fait très, très chaud. 40 degrés, puis vous avez déjà plusieurs problèmes de santé, puis le gouvernement n'est même pas capable de vous offrir l'air climatisé dans votre CHSLD, c'est inacceptable. Ça devrait être un droit pour tous les résidents CHSLD. Puis, il y a aussi plusieurs autres investissements qu'on pourrait faire dans les CHSLD pour s'assurer qu'il y ait un meilleur milieu de vie. Alors, je pense que le gouvernement de la CAQ aurait pu en faire plus. Nous, au Parti québécois, on va s'assumer, puis on va s'assurer de bien les traiter, nos amis. Parfait. Une autre partie du programme du Parti québécois en matière de santé, c'est la bonification des services offerts en CLSC. On sait qu'également, durant la pandémie, avec les différentes réformes, notamment la réforme Barrette, les services offerts en CLSC ont été délaissés au fil du temps. Et pourtant, ça devrait être une des instances de première ligne pour notre service de santé. Et une des choses qu'on peut faire pour aider les CLSC et bonifier l'offre de soins qu'ils offrent, c'est le décloisonnement des actes médicaux. Alors, le décloisonnement des actes médicaux, c'est assez simple, c'est qu'en ce moment, la majorité, beaucoup des actes faits par le personnel de la santé est offert en formation à beaucoup des acteurs du milieu, mais il y a simplement les médecins qui ont le droit de les performer. Alors, l'objectif du décloisonnement, c'est de s'assurer que tous les acteurs connexes du milieu de la santé, donc les ambulanciers, les infirmiers, les pharmaciens, qui reçoivent la formation pour prodiguer ces actes-là, aient le droit de le faire. Alors, comme ça, on élimine beaucoup
du temps d'attente dû au fait qu'il y a juste les médecins qui peuvent les performer. On donne à des gens qui ont reçu la formation pour le faire, le droit de le faire. Et ainsi, en CLSC, quand les gens ont des ennuis de santé plus mineurs, ils peuvent aller là plutôt que d'aller à l'urgence et devoir obligatoirement consulter un médecin. Alors, nous, c'est ça qu'on pense, c'est de revaloriser les CLSC comme faisant partie de la première ligne du système de santé et donc augmenter les actes prodigués qui peuvent être faits par le personnel qui y travaille. Les soins de santé à domicile, je le vis moi-même dans ma famille. Mon père, il a la sclérose en plaques. Il reste dans une maison sur le bord de l'eau, un super endroit, là, où tous les soirs, il voit un beau coucher de soleil. Ça le garde en vie, on dirait, plus longtemps. Puis c'est quelque chose qui, lui, c'est important de pouvoir rester le plus longtemps possible dans sa maison, d'avoir les soins de santé à domicile, mais aussi les services, d'avoir, dernièrement, là, il pensait peut-être même déneiger parce qu'il y avait de la difficulté à avoir un service de déneigement, service aussi de personnes qui peuvent aider pour le ménage, la nourriture. Donc, tout ça, c'est un tout que je pense que ça peut être intéressant, là, que le plus possible, on prône là-dessus au lieu d'essayer de faire des maisons à plusieurs millions de dollars par chambre. Là. Donc, on n'a pas besoin de faire que ça, tout mettre ces gens-là dans les mêmes endroits. Puis en plus, je ne sais pas si vous avez pu voir là, dans certains endroits où c'est des résidences pour personnes âgées autonomes, mais quand même avec de l'aide, ça devient de moins en moins populaire avec tout ce qui a été fait pendant la pandémie. Là. Il y a des gens qui ont été enfermés, qui avaient de la difficulté à sortir de leur appartement. Donc, je pense que le fait que les gens soient à la maison, qu'ils puissent rester le plus longtemps possible où ils ont plusieurs souvenirs, où ils se sentent bien, je pense que c'est idéal. J'ai une question pour Martin, parce que tantôt il nous a parlé de CPA. Est-ce que c'est réaliste le concept un enfant, une place dans un réseau 100% CPA? Bien, moi, je pense que oui. Puis, une des bonnes. En fait, moi, j'ai 3 enfants. J'en ai 2 qui sont présentement dans un centre de petite enfance. C'est la bonne façon de le faire, ce serait de développer assez de CPE pour que ça puisse devenir un peu obligatoire, un peu comme l'école. C'est qu'un enfant, obligatoire, pas obligatoire d'aller à l'école, mais c'est certain qu'on aurait une place dans un centre de petite enfance. Ça fait partie de l'éducation de nos enfants. Puis avec les 2 parents qui travaillent, on n'a pas le choix. Donc, des façons qui pourraient être facilitées pour être certain qu'on ait des places, ce serait justement d'allonger les congés parentaux pour permettre de décharger ceux qui veulent garder les enfants à la maison le plus longtemps possible. Puis, mais pour ceux qui n'ont pas le choix, qui ont besoin de retourner au travail, ça ne devrait même pas être une question. Il faut qu'il y ait des centres de petite enfance disponibles. Puis aussi, une bonne manière, ça peut être possible, c'est il y a plusieurs garderies privées. Il faut les inclure aussi dans le réseau. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui payent du 7-8 $ par jour, puis que pour d'autres, à cause qu'il y a des manques, c'est 60 $ par jour. Donc, il y a vraiment des inégalités présentement. Okay. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ça devrait être un enfant, une classe, c'est certain. Puis, on dit qu'il y a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre dans toutes les industries. Bien, si on permet aux femmes et aux hommes de se délester du fardeau finalement de la garde, bien, on permet à plusieurs gens d'aller travailler, de gagner leur vie. Donc, c'est essentiel qu'on ait des places pour tout le monde, pour notre vitalité économique, puis pour permettre aux gens d'aller chercher leur plein potentiel. Rappelez-vous, vous ne demandez jamais si votre enfant va avoir une place en première année, et vous ne devriez pas avoir à vous demander si votre enfant va avoir une place en CPE. Exactement. Il reste combien de questions? Ça fait quand même 15 minutes qu'on parle. 2, parfait. Que fera le Parti québécois pour freiner le déclin du français? Ah, bonne question.
Donc, on a vu là, avec les dernières données démographiques, le français est en déclin. Donc, nous, ce qu'on propose au Parti québécois, c'est vraiment d'améliorer le système d'intégration des immigrants. Donc, il y a une bonne partie des immigrants qui ont de la difficulté à apprendre le français. Donc, il y en a qui, ça fonctionne bien, il y en a qui s'intègrent, il y en a qui apprennent le français très bien, mais il y en a plusieurs qui trouvent ça difficile, puis qu'au bout de quelques années, vont abandonner, puis vont aller travailler en Ontario. Fait qu'on est allé chercher ces immigrants-là pour nous permettre d'augmenter notre bassin de travailleurs, pour permettre de résoudre notre pénurie de main-d'œuvre, mais au bout de quelques temps, ils quittent. Puis également, ce qu'on pense finalement, c'est que plutôt que d'attendre qu'ils apprennent le français, ça serait tout simplement plus facile de sélectionner des immigrants qui parlent déjà le français en arrivant, plutôt que d'arriver ici en promettant de l'apprendre. Parce que quand les gens ils promettent, ben là, il faut attendre quelques mois, quelques années avant qu'ils l'apprennent pour qu'ils puissent avoir un emploi souvent. Alors que l'immigrant qui parle déjà français, ben, il est prêt à travailler immédiatement. Donc, on gagnerait à prendre des gens qui parlent déjà le français. Puis, pendant des années, le gouvernement fédéral avait des quotas sur les immigrants, entre autres de France. Alors qu'il y avait beaucoup de gens en France qui voulaient venir au Québec. Mais le gouvernement fédéral, bon, je ne sais pas pourquoi, imposait des quotas. 3000 seulement limités de candidats français. Ouais, c'est pas. Il ne devrait pas avoir des quotas comme ça. Les Français, dans le fond, c'est nos petits cousins, ils parlent très bien français comme nous, alors ils devraient pouvoir venir ici, puis commencer à travailler immédiatement, régler nos pénuries de main-d'œuvre. Donc, si on avait tous les pouvoirs en immigration, finalement, on ne mettrait pas des barrières comme ça, puis on faciliterait les choses, puis finalement, ça améliorerait l'état du français au Québec. Une des autres promesses fortes du Parti québécois en matière de protection du français, c'est l'application de la loi 101 au cégep. C'est que la loi 101, qui a été établie là, par le gouvernement de René Lévesque, obligeait les enfants immigrants à aller au primaire et au secondaire en français, ce qui a permis de préserver notre langue française depuis toutes ces années-là. Mais on voit que de plus en plus maintenant, il y a une tendance pour les étudiants, y compris les étudiants francophones, à vouloir aller au cégep en anglais, soi-disant pour se perfectionner en anglais, là, même si on sait que ce n'est pas nécessaire. Alors nous, comme on a vu les succès de la loi 101 au primaire et au secondaire pour enseigner le français aux nouveaux arrivants, mais aussi pour limiter le transfert du français vers l'anglais des anglophones, mais on propose de continuer ce principe-là au cégep, donc tous les étudiants qui n'ont pas au préalable un historique d'origine anglophone, mais iraient obligatoirement au cégep francophone, parce qu'on sait qu'en ce moment, dans les cégeps anglophones, il y a une très grande socialisation et un très grand passage du français vers l'anglais. Alors, on prend quelque chose qui a été démontré qui marche et on l'applique aux instances supérieures. Vous savez que pour apprendre une langue, une bonne façon d'apprendre une langue, c'est par l'immersion. Puis moi, je viens de Abitibi. Puis, entre autres, dans la région de la Sarre, il y a des entreprises et aussi dans le milieu de santé qui ont une pénurie de main-d'œuvre, une grande pénurie de main-d'œuvre. Il y a des gens qui se sont organisés là-bas et qui ont essayé de s'organiser pour essayer d'attirer des gens d'étrangers en leur donnant comme un peu des clés en main, en leur trouvant des appartements, puis en faisant des espèces de clubs sociaux là, pour pouvoir rencontrer d'autres gens pour qu'ils puissent se faire des amis avec les gens de la région. Puis ça semble fonctionner. Donc, les entreprises là, qui ne pourraient plus fonctionner et qui finalement sont allées chercher des gens qui ne parlaient pas du tout français.